Merci encore une fois de votre présence. L'ouvrage que je présente aujourd'hui s'intitule Sociolinguistique du Maghreb. Donc, le livre est sorti au début du mois de novembre. Je crois que je n'aurai pas besoin de micro. Plutôt de celui-là. Bon, je vais faire comme ça. Alors, donc. Merci beaucoup. Donc, sociolinguistique du Maghreb, en arabe c'est Socio-Lisaniyat al-Maghreb, en parlant du Maghreb. Donc, c'est un ouvrage qui est sorti au début du mois à la fin du mois de novembre, donc 2018. C'est un ouvrage qui fait suite, comme l'a rappelé le professeur Miliani, de premier ouvrage publié chez l'Harmattan en 2013 et qui est intitulé La situation sociolinguistique de l'Algérie. Donc c'est un ouvrage où je reprends un peu les premiers chapitres de ma thèse de doctorat, où j'ai fait un peu la problématisation de la question des langues en Algérie et où j'ai travaillé aussi sur un corpus médiatique. Donc j'ai repris ces éléments-là dans un ouvrage publié donc, chez l'Harmattan. Le deuxième, c'est un ouvrage collectif que j'ai coordonné avec ma collègue Merim Stambouli, donc, qui est à l'université d'Oran maintenant, et qui s'intitule Pour un plurilinguisme algérien intégré. Il a été publié en 2016, donc c'est un ouvrage collectif. Depuis, j'ai publié aussi des articles toujours sur la question des langues, sur la question des urbanités linguistiques, etc. Et ce qui me tenait à cœur, c'était de faire un polycopier de cours d'abord, parce que cet ouvrage, Sociolinguistique du Maghreb, à l'origine, c'est un polycopier de cours que j'ai écrit, que j'ai fait à destination donc, des étudiants du master Sciences du langage de l'université de Mostaganem. Donc, ce sont des cours que j'avais assurés de 2012 à 2017 à l'université de Mostaganem. Ensuite, j'ai décidé de publier cela sous forme d'ouvrage. Bien sûr, il y a une différence toujours entre ce qu'on présente oralement, ce qu'on présente comme cours, et ce qu'on décide d'écrire, de rédiger sous forme de bouquin. Et le travail à l'écrit, il a été plus laborieux. Et je réponds peut-être un peu aux questions qui pourraient m'être posées. C'est un travail qui m'a pris 2 ans. C'est beaucoup de temps pour un ouvrage pour lequel j'avais déjà de la matière, mais je l'ai dit et je le redis, le travail de vulgarisation scientifique est très difficile à faire. Quand il s'agit de s'adresser à des étudiants, d'écrire pour des étudiants, de vulgariser des concepts, de lire et de faire une synthèse de travaux ou de synthèse à partir d'autres travaux, le travail il est laborieux, il est difficile, et on se met toujours dans la vision des étudiants pour pouvoir écrire, pour pouvoir voir s'ils comprennent, si l'ouvrage est accessible, etc. Alors, donc je l'expliquais, l'ouvrage, c'est donc des cours que j'ai dispensés dans le cadre du master didactique du plurilinguisme et politique linguistique éducative. Un master qui a commencé donc en 2012 à l'université de Mostaganem. Ensuite, elle a été reformulée sous l'intitulé de Sciences du langage. Donc aujourd'hui, c'est les sciences du langage, et la matière sociolinguistique du Maghreb est toujours enseignée dans le cadre de ce master-là. J'ai assuré la matière dès les premières années donc, de création, la première année de création de ce master. Ceci m'a permis de mûrir la réflexion sur les questions que j'abordais dans les cours. Ça m'a permis aussi d'évaluer les besoins des étudiants, de savoir ou de connaître leurs attentes, et aussi leurs lacunes donc, en matière de connaissance des travaux sur le Maghreb, etc. On en parlait tout à l'heure aussi avec le professeur Miliani. Alors, l'objectif de cette matière, ou de sociolinguistique du Maghreb, c'était de former les étudiants à la connaissance déjà, et ensuite à l'analyse des problématiques sociolinguistiques du Maghreb. Donc quand on parle de sociolinguistique, c'est, j'explique rapidement pour vulgariser, sous l'autorité de professeur Miliani, c'est l'étude de la langue en tenant compte des facteurs sociaux qui interviennent dans le changement, dans l'évolution de la langue, etc.
Donc dans ce cours, dans cet ouvrage, il s'agit plus de sociolinguistique générale que de sociolinguistique urbaine. Donc il est formé de 7 chapitres et c'est le dernier chapitre qui est consacré à la sociolinguistique urbaine. Alors, la matière vise à faire acquérir aux étudiants des outils théoriques et méthodologiques qui leur permettent d'appréhender les faits de langue et les faits linguistiques dans un contexte qui est plurilingue, le contexte maghrébin qui est plurilingue et qui est complexe. Donc les rapports entre les langues, le rapport concernant les représentations des langues n'est jamais simple, n'est jamais aisé. Il y a des travaux qui ont été faits sur ça, mais dans cet ouvrage, j'essaie de compiler les travaux qui ont été faits par nombre de chercheurs algériens sur la question. Alors, quand on parle du Maghreb, ce sont des facteurs qui sont liés à des contextes historiques, à des choix linguistiques, à des choix politiques faits donc par les États qui expliquent les écarts et les ressemblances aussi entre les pays du Maghreb et qui en font des terrains spécifiques et intéressants donc à la recherche, à l'investigation. Donc il y a à la fois des similitudes et des différences donc, entre les 3 pays du Maghreb, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure. J'ai insisté plus particulièrement sur le contexte algérien dans la mesure où l'ouvrage est destiné aux étudiants algériens et qu'ils font leurs travaux à partir de ce contexte-là. Et donc je me suis attardée davantage sur la situation linguistique de l'Algérie que sur celle des autres pays que sont le Maroc et la Tunisie. Alors le premier chapitre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il est divisé en 7 chapitres l'ouvrage. Le premier chapitre est intitulé « La situation socio-linguistique du Maghreb, éléments de contextualisation », donc éléments de problématisation. Je fais un rappel des contextes socio-historiques, politiques qui ont présidé à l'émergence de la discipline ainsi que les conditions épistémologiques qui ont favorisé la naissance de la discipline. Je parle de la discipline de la sociolinguistique aux États-Unis, en France, ensuite les premiers travaux faits en sociolinguistique en Algérie. Donc il était important de faire ce rappel théorique pour rappeler l'émergence, la naissance de la discipline aux États-Unis, les conditions qui ont présidé à l'émergence de cette discipline, les besoins qui ont fait naître cette discipline, les crises identitaires et linguistiques qui ont été à l'origine de l'émergence de cette discipline, pour qu'on les étudiants prennent conscience aussi de la nécessité de faire des travaux à partir ou pour résoudre des problèmes identitaires, des problèmes linguistiques, etc. C'est pour qu'ils comprennent que les travaux doivent avoir une utilité, une pertinence. On ne fait pas un mémoire pour faire un mémoire, on ne fait pas un projet pour faire un projet, on ne travaille pas sur la langue pour travailler sur la langue, mais parce qu'à l'origine, il y a un besoin, il y a une crise, il y a un problème quelque part. Donc il était important de revenir sur les années 70, 80, etc., où il y avait des crises liées à l'immigration aux États-Unis puis en France, et d'essayer de voir quels sont les problèmes qui se posent en contexte algérien et qui pourraient intéresser les étudiants. Donc voilà. Alors, le dernier point que j'aborde dans ce chapitre, c'est la définition déjà de ce que c'est qu'une sociolinguistique du Maghreb. Ce qui est une sociolinguistique au Maghreb, du Maghreb, une sociolinguistique en Algérie, de l'Algérie. Qu'est-ce que le Maghreb aussi? Qu'est-ce qui justifie cette appellation surtout, et à quelle littérature, à quel contenu, à quels travaux je fais référence. Donc j'explique tout ça dans le premier chapitre. Dans le deuxième, il est intitulé « La situation sociolinguistique en Algérie, en Tunisie et au Maroc ». Là, je rends rapidement compte donc, de la situation des langues dans les 3 pays du Maghreb. Quand je parle des langues, je parle de l'arabe institutionnel, du français, de l'arabe maghrébin, donc marocain, algérien, tunisien, et des langues berbères, de ce que j'appelle les langues berbères ou tamazight. Là aussi, il y a tout un débat sur la dénomination, sur le choix de la dénomination, etc. Je parle également d'un problème aussi qui a été évoqué par des sociolinguistes avant moi, comme Khawla Talib Ibrahimi, et c'est le problème du déphasage
ou du décalage entre la réalité des pratiques et la rigidité des textes. C'est-à-dire, dans les textes, on a des statuts concernant les langues, concernant l'application des langues, l'utilisation des langues dans certains domaines formels, par exemple. Mais dans la réalité, il en est tout autrement. Les pratiques sont différentes. Donc, il y a un décalage, un déphasage, et j'ai, à la suite donc, de Doulali Abdelzer, de Khawla Talib El-Rahimi, essayé de revoir cette question ou de faire l'état de l'art sur cette question. Alors, le troisième chapitre, dans le troisième, j'aborde la question des imaginaires des langues, des représentations sociolinguistiques. Là aussi, je fais, comme pour tous les autres éléments, comme pour tous les autres points, d'abord un rappel des théoriques, des définitions, des pionniers qui ont abordé ces questions, et ensuite, j'essaie de montrer comment les chercheurs algériens ont appliqué ces concepts, comment ils les ont adaptés au Maghreb, comment ils les ont abordés, etc. Alors le quatrième chapitre, c'est le retour sur des notions problématiques, sur des notions aussi qui posent encore problème et qui sont encore sujets à débat, que sont la diglossie, la notion de diglossie et la notion de continuum. Alors là, j'évoque des points relatifs. Là aussi, je reprends le fameux Les Algériens et leur langue de Khawla Talib El-Rahimi, où elle parle de la remise en cause de la notion de diglossie qui a été jugée rigide par rapport à la dynamique du terrain, par rapport au terrain algérien qui est mouvant, qui est dynamique, etc. Alors, je reprends l'historique, je reprends aussi les travaux de William Marsay dans les années 30 sur l'Algérie, comment la notion de diglossie elle a été appliquée à l'Algérie, etc. Je rappelle le débat aussi qu'il y a eu sur les langues, ou le choix des langues à enseigner durant la période de la colonisation, ceux qui étaient pour l'enseignement de l'arabe algérien ou de ce qu'on appelait à l'époque l'arabe vulgaire, et de ceux qui étaient pour l'enseignement de l'arabe institutionnel. Donc tout un débat que j'ai essayé de résumer, mais très brièvement. Alors les langues en Algérie, au Maghreb, est-ce qu'il faut en parler en termes de variété ou en termes de continuum? Dans le cinquième chapitre, j'aborde aussi des problématiques qui sont en rapport avec donc, les autres points abordés, et qui consiste en la variation sociolinguistique. Là aussi, je parle des problèmes d'identification des variétés de langues. Donc, je rappelle la notion de variation, aussi la théorisation sur la question, donc à partir des travaux de William Lebov, etc. Et ensuite, je m'intéresse au contexte algérien et comment les langues sont nommées, comment les langues sont définies, comment les langues, le statut des langues, hein, dont on parlait tout à l'heure. Qu'il faut en parler en termes est-ce qu'on en parle en termes de dialecte, en termes de langue, en termes de variété, etc. Et là aussi, j'essaie de passer en revue l'état de la dénomination à travers des travaux de recherche. Ça a été l'objet aussi d'un colloque à Constantine, voilà, auquel vous avez assisté, où j'ai essayé d'évoquer ces questions. Alors le sixième chapitre, c'est là où j'aborde la dénomination des langues dans les travaux universitaires. Je pense que c'est un problème qui est important. Important pourquoi? Parce que la dénomination, il y a derrière toute une vision de l'histoire, toute une vision des langues, toute une vision des cultures, etc. Quand on considère l'arabe algérien comme un dialecte de l'arabe institutionnel, là aussi, il y a une représentation des langues qui est à interroger. Quand on considère que les langues berbères, ou ce qu'on appelle les variétés du berbère, sont des variétés de Tamazirt qui jouit, je vais dire, d'une unité structurale, là aussi, il y a une vision du monde, une vision politique aussi qui anime ces dénominations. Donc les dénominations ne sont jamais gratuites, elles ne sont jamais innocentes. Il faut peut-être, là j'invite les étudiants, j'invite les chercheurs aussi à justifier le choix de la dénomination. Le choix de la dénomination des langues, c'est-à-dire il faut réfléchir avant de nommer une langue arabe algérien, darija, arabe dialectal, etc. Il faut pouvoir justifier le choix de cette dénomination et l'expliquer. C'est pourquoi l'étude diachronique des langues est importante. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits
sur l'histoire des langues, les travaux en diachronie, les questions de continuum historique, etc. On a les travaux d'Abdou Ilima, par exemple, sur le maghrébi ou l'arabe maghrébin qui serait apparenté ou qui viendrait ou du phénicien ou du punique parlé au Maghreb, etc. Donc ce sont des questions aussi qu'on doit se poser et des problématiques qu'il est intéressant aussi d'évoquer pour pouvoir réfléchir à l'avenir de ces langues. Alors, je parle de la caractérisation de dénomination, notamment en ce qui concerne les langues premières, c'est-à-dire les langues qui posent problème, à la limite arabe. On parle d'arabe institutionnel ou d'arabe standard, même s'il n'a pas été standardisé. Là, je cite Rihab Benzer. Et pour le français, le problème ne se pose pas parce que c'est une langue étrangère, mais les vrais problèmes qui se posent concernent nos langues premières, nos langues maternelles que sont l'arabe algérien, l'arabe marocain, tunisien et les langues berbères. Alors le dernier et 7e chapitre, là je le redis pour les superstitieux, il n'y a aucun dessin. C'est un peu hasard si le livre contient 7 chapitres. Le dernier, il aurait pu, je l'ai dit, faire l'objet d'un autre ouvrage. Il s'agit de la sociolinguistique urbaine, donc une sous-discipline, si vous voulez, de la sociolinguistique qui s'intéresse au contact des langues en milieu urbain. Donc quand je dis le contact des langues, le contact entre différentes langues, entre le français, entre les langues premières, etc. Donc c'est il est intitulé La sociolinguistique urbaine au Maghreb, un courant en émergence. Là, j'insiste sur les particularités du terrain maghrébin. Donc, on a fait un projet de recherche ici au CRASC sur les urbanités sociolinguistiques, socio-langagières, où on s'était intéressé à ces questions, à la problématisation des langues en contexte urbain. Alors j'insiste sur les particularités, les spécificités du terrain maghrébin. Quand on parle d'urbanité au Maghreb, ce n'est pas l'urbanité en France, ce n'est pas l'urbanité aux États-Unis. Il y a des spécificités historiques, sociologiques, anthropologiques qui font que les villes du Maghreb fonctionnent autrement, que les communautés, différentes communautés linguistiques au Maghreb fonctionnent autrement. L'évolution des langues aussi fonctionne autrement. Alors, les deux théoriciens, on va dire, de la sociolinguistique urbaine sont Louis-Jean Calvé qui parle du contact des langues en contexte urbain dans les villes, et Thierry Belot qui, lui, parle de la mise en discours de la ville par ses habitants, c'est-à-dire comment les habitants nomment leur ville, nomment leur espace, comment ils pratiquent leur langue en fonction de leur appartenance à des quartiers différents, à des espaces différents, etc. Donc la première tendance, on s'intéresse au contact des langues, donc on parle du point de vue des pratiques linguistiques, et avec Thierry Belot, on a commencé à s'intéresser au discours, à la dénomination de l'autre par exemple, l'autre, le rural, l'urbain, le citadin, etc. Toutes ces questions qu'on n'aborde pas ou qu'on n'a pas abordées ailleurs et qu'on commence à aborder en contexte algérien surtout et aussi en contexte marocain. Donc je cite les travaux références de Leila Msaoudi pour le Maroc et pour l'Algérie, de jeunes chercheurs qui ont commencé à travailler sous la direction de Thierry Belot de Assia Noumissi, donc une équipe à Alger qui a travaillé sur la Casbah, sur Alger, sur les quartiers d'Alger, etc. Donc ce sont de jeunes chercheurs qui ont commencé à travailler, à faire des travaux en sociolinguistique urbaine. Donc ces travaux tiennent compte du facteur de l'urbanisation dans l'évolution des langues, dans le changement linguistique ou dans la résistance au changement linguistique. Parce que parfois quand on se considère comme un isolat, comme un groupe menacé, un groupe dont l'identité socioculturelle est menacée, on a tendance à préserver les traits linguistiques. Donc ça ne va pas que dans le sens de l'évolution, du changement, mais ça peut aller dans le sens de la résistance au changement. Je suis une communauté, une minorité dans une ville donnée et je vais essayer de maintenir mes traits linguistiques qui me particularisent, qui disent mon identité, etc.
Donc il y a le contexte moustaghanémois, tlemcenien, algérois, constantinois, etc., où on trouve toutes ces questions. Et donc j'ai rassemblé un peu tous les travaux qui ont été faits sur ces questions pour aussi permettre aux étudiants, aux lecteurs de cet ouvrage, d'accéder à des contextes, à des études sur des contextes différents, mais aussi où il y a beaucoup de ressemblances du point de vue des pratiques dénominatives, des pratiques linguistiques, des pratiques discursives. Voilà, donc la complexité de ce terrain maghrébin aussi vient des référents symboliques, des référents mémoriels, des référents historiques que l'on convoque pour se dire, par exemple, habitant légitime d'une ville, habitant légitime d'un espace, etc. Voilà, alors les objectifs de ce cours et de cet ouvrage, c'est de permettre aux étudiants donc d'avoir des connaissances sur le contact des langues, sur les usages des locuteurs, sur les représentations des langues, des connaissances aussi sur les questions de planification linguistique, d'aménagement linguistique, d'accéder ou de connaître la fonctionnalité sociale des langues et des variétés, et ce à partir d'exemples concrets d'enquêtes de terrain qui ont été menées par des chercheurs. Alors l'objectif aussi, c'est de leur permettre de s'approprier les notions clés, les concepts fondamentaux de la discipline, et surtout aussi de se doter d'instruments épistémologiques et critiques sur les concepts et les approches sociolinguistiques, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir à l'utilité, à la pertinence des problématiques qui se posent, et pouvoir aussi faire des travaux de recherche, comme je l'ai dit au début, utiles. L'objectif aussi, c'est de leur permettre d'évaluer et de diagnostiquer des situations problèmes en contexte ordinaire ou en contexte éducatif. Et c'est ça qui doit leur permettre, par exemple, d'opter pour tel sujet de recherche dans le cadre d'un mémoire ou d'un travail de doctorat. Alors, je l'ai dit, donc ils doivent être en mesure de définir la finalité et la pertinence épistémique de leur recherche, de leur sujet, de réfléchir à des solutions et à des modalités d'intervention sur des questions problèmes, parce que là aussi il y a un caractère engagé dans les disciplines dans lesquelles nous inscrivons nos travaux, la sociolinguistique et la sociolinguistique urbaine. Il y a aussi des questions, on va dire, des motivations humanistes, parfois des interventions urgentes qui nous interpellent et qui doivent interpeller le chercheur pour pouvoir trouver des réponses. Les malaises identitaires, les problèmes identitaires, les crispations identitaires sont autant de problèmes que nous rencontrons au quotidien, aujourd'hui encore plus et davantage sur les réseaux sociaux numériques par exemple. On se rend compte qu'il y a des questions liées au racisme par exemple, pour évoquer l'actualité, de l'intolérance, etc. Et c'est des questions qui doivent nous interpeller, parce que c'est dit dans des langues, c'est dit dans des discours, et des discours doivent nous interpeller aussi en tant que chercheurs. Voilà, donc la plupart des références bibliographiques, j'ai essayé de voir si les références existent sur Internet pour faciliter aux étudiants aussi l'accès à ces références. Donc à chaque fois que la référence était sur Internet, j'ai préféré mettre le lien Internet. Voilà, donc pour le dernier chapitre, j'insiste un peu sur le dernier chapitre parce que je l'ai dit, il aurait pu faire l'objet d'un autre ouvrage, mais voilà, j'ai pas pu patienter et le laisser pour un autre projet. J'avais de la matière et donc je me suis dit, allez, je vais le mettre comme le chapitre et peut-être après je vais le reprendre dans le cadre d'un autre ouvrage. Alors, pour la sociolinguistique urbaine, qui est centrée sur le discours, l'objectif pour les étudiants, c'est de les amener à comprendre la complexité des villes du Maghreb à travers la prise en compte donc, de considérations linguistiques, historiques et sociétales. Et là aussi, les travaux en sociologie, en histoire, en anthropologie nous manquent cruellement. On a les travaux ce qu'on appelle un peu le savoir colonial sur la question, les travaux des Français, mais on a un vrai problème quand il s'agit
de substantialiser nos recherches, quand il s'agit d'expliquer certains discours, quand il s'agit de contextualiser certains sujets, par exemple liés à la ville. J'ai travaillé sur Moussa Ghanem. Il y a un seul livre sur l'histoire de Moussa Ghanem fait par un historien, Moulay Belhamisi, Histoire de Moussa Ghanem. Mais à part cet ouvrage, les travaux sont très rares, que ce soit en français ou en arabe. Alors, il a été aussi important de montrer aux étudiants le fonctionnement, on va dire, éclaté du fait urbain, c'est-à-dire le fonctionnement de l'urbanité en Algérie sous forme de trichotomie rural, urbain, citadin. Donc il n'y a pas que le rural et l'urbain comme dans les autres villes, mais aussi le paramètre de la citadinité qui est intéressant. Là aussi on pourrait en parler si vous voulez. Les étudiants doivent aussi pouvoir analyser les discours et présupposés culturels qui sous-tendent ces discours, qui sous-tendent des dénominations, et parfois ces dénominations se font s'accompagnent de stigmatisation de l'autre. On dénomme un peu l'autre pour le rabaisser, pour le stigmatiser. C'est des dénominations qui sont parfois négatives. Alors sur le plan méthodologique, il est nécessaire aussi d'adapter l'appareil conceptuel au contexte maghrébin et de recourir à l'interdisciplinarité pour affiner la maîtrise des langues. Et là aussi, l'interdisciplinarité est importante. Et on en parlait, mais monsieur le professeur Méné, je crois qu'il va insister sur la question des références bibliographiques. Parce que quand on fait de la contextualisation, on est obligé de citer des travaux qui ont été faits sur le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire des travaux algériens, des travaux maghrébins. Et c'est ça qui manque, on va laisser peut-être ça pour le débat, c'est ça qui manque aussi dans nos travaux, et c'est un peu à ça que j'ai essayé de remédier dans mon travail, et je vous remercie infiniment de votre attention.